Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo actu du samedi. Alors oui, je sais, il n'y a pas eu de vidéo jeudi, il n'y a pas eu de vidéo hier sur la chaîne principale. J'avais besoin de prendre un petit peu de recul par rapport au sujet que j'ai abordé dernièrement. Et en réalité, hier, il devait y avoir une vidéo, mais j'ai pas eu le temps de faire les choses comme je le souhaitais, donc elle sortira mardi. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où mardi vous avez une nouvelle vidéo. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire en ce malaise. Et moi je m'occupe du reste. On va commencer messieurs dames par une demande que je vous fais, surtout aux personnes qui ont apprécié mon travail sur Hakim Benotman. Il y a une vidéo exceptionnelle qui est sortie aujourd'hui sur la chaîne AH Strategies. Je vous mettrai le lien en description et en commentaire épinglé. Et dans cette vidéo, il a répondu à la fameuse question que tout le monde se pose. Est-ce qu'Hakim Benotman a vendu Nabab Kebab? Je vous spoil, la réponse est non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est les arguments. Voici un petit extrait de son parcours. Vous allez voir que ça change un petit peu du mec d'usine, mais bizarrement, on arrive à la même conclusion. Mon parcours universitaire est double. J'ai un parcours en grande école de commerce avec une spécialisation finance, mais également une casquette juridique avec un master en droit des affaires et une spécialisation en fiscalité internationale. Donc quand on parle de holding étrangère, je comprends l'intérêt et je comprends les faiblesses, ainsi qu'un Master 2 droit des affaires et fiscalité à HEC La Sorbonne avec une spécialisation restructuring. D'un point de vue professionnel, j'ai débuté ma carrière en 2013, notamment sur le rachat de Speedy par l'équipe de management. Speedy est une franchise, est un franchiseur. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir, beaucoup de gens connaissent Speedy. Le chiffre d'affaires était plus du double de celui que raconte Hakim Benotman, et pourtant le prix de cession était plus faible, et prix de cession que vous pouvez trouver sur Internet. Allez voir la vidéo, c'est une masterclass, le lien est en description et commentaire épinglé. On va parler de choses un petit peu plus légères, on va parler de Poupette Kenza, mais je vous garde ça pour la fin, j'aime bien vous énerver à la fin de la vidéo. Actualité, et là c'est pas léger du tout, on va parler de deux policiers qui sont accusés d'avoir violé une personne dans un tribunal. Une femme accuse deux policiers de l'avoir violée dans un tribunal. Voici ce que l'on sait sur cette affaire. Alors selon la victime présumée, les faits auraient eu lieu dans la nuit du 28 au 29 octobre 2025 au dépôt du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Pour rappel, un dépôt, c'est un lieu de détention où des personnes patientent dans l'attente de leur jugement. La jeune femme âgée de 26 ans selon l'AFP était elle déférée pour des faits de soustraction par un parent à ses obligations légales concernant son propre enfant. C'est donc dans ce lieu qu'elle déclare avoir été violée par deux fonctionnaires âgés eux de 23 et 35 ans qui n'étaient pas policiers depuis longtemps. Elle affirme avoir été violée à 2 reprises. Une enquête a été ouverte par l'IGPN, la police des polices, pour viol par personne abusant de l'autorité que leur confère leurs fonctions. Les deux agents suspectés ont été placés en garde à vue et suspendus de leurs fonctions. On vous tiendra informé des suites de cette enquête sur Brut. La dernière fois, on a parlé de Maes et du fait qu'il est accusé d'avoir commandité des assassinats. Et bien là, sur le plateau de France Inter, ils ont parlé d'un sujet un petit peu plus général, mais qui concerne Maes, c'est le lien entre le rap et le grand banditisme. Dans l'industrie culturelle française, c'est là où il y a le plus d'argent aujourd'hui. Un rappeur, il remplit le Stade de France en moins d'1 heure. Il y a des dizaines et des dizaines de millions d'euros qui sont déversés par les majors. Et donc, effectivement, ce flux d'argent, cette inflation d'avance pour ces artistes-là, attise énormément de convoitises. Et aujourd'hui, on n'est plus seulement sur du racket ou sur de l'extorsion, même si ça a lieu, mais c'est beaucoup plus sophistiqué. Et donc, on voit que les organisations criminelles se mettent sur les contrats, par exemple, avec les majors. Se mettent comme coproducteurs, créent des structures financières. Mais comment elles y arrivent? Aspirent des dizaines de millions. Comment elles arrivent à entrer en contact avec ces rappeurs? Est-ce qu'elles les aident à émerger? Est-ce qu'elles leur promettent de la sécurité? C'est quoi la façon de se mettre juste en intermédiaire? En fait, à ce niveau-là de starification du rap, il faut des protecteurs. Donc on raconte par exemple que Jul, dans ses débuts, pour s'affranchir de son premier label, il a dû s'enfermer des mois et des mois dans une cabane, en fait, dans un
lieu tenu secret où pour y aller, il fallait avoir les yeux bandés, par exemple. Ça, c'était au départ. Parce qu'il avait été aidé par deux frères d'une même famille qui, finalement, ont été ses premiers producteurs. Absolument. Mais qui étaient peut-être, qui étaient assez peu recommandables. Qui était une grande famille liée au trafic. La dernière fois, on avait reparlé du retour de Marc Blatta. Là, son retour est un petit peu lié à Hakim Benotman. Il s'est un peu incrusté dans le clash entre Hakim Benotman et Anthony Bourbon. Il s'en est pris légèrement Anthony Bourbon, mais donc du coup, il prend les patins d'Hakim. Quand t'as un mec comme Marc Blatta qui vient de soutenir comme ça, mais c'est pire qu'un ennemi. Ne parle pas des trucs que ma daronne a acheté quand j'étais petit, alors qu'elle est toujours restée grosse. Me fais pas ça, mon sang. Hakim Benotman. Retenez bien ce nom. Ce soir, c'est le 4e jour du challenge et on va parler d'un sujet particulièrement important que les gens... Bon, maintenant qu'on a compris que t'étais un chien, cette phrase-là, il vise le milliard à 40 ans, machin, tu dis dans un podcast, ouais, je vise 1 milliard, etc. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Est-ce que tu te rends compte de la dinguerie que tu dis? Tu sais qu'il y a une planète, il y a un océan, il y a un trou de verre entre millionnaires et milliardaires. Déjà, ne confonds pas la valo de tes sociétés avec ta fortune personnelle. Peut-être que tu t'en mets dans les poches et on le sait pas. Ça, je sais pas, frérot. Je pourrais pas me permettre de... Si des gens veulent fouiller dans les histoires, moi, personnellement, je dis rien, frérot. Budget mensuel pour ton train de vie, pour que ça suive. Les gens ne réalisent pas à quel point, quand t'es riche, tu dépenses. Et il y a des vidéos que j'avais faites sur Internet pour dire, bah oui, quand tu pars en vacances, ça te coûte 100 000 ou 200 000 la semaine. Les gens rigolaient, ils disaient, mais quel mythomane, tu ne peux pas. Parce qu'en fait, quand t'es pauvre, et c'est normal, moi je l'étais aussi, tu ne réalises pas ce que ça implique au quotidien. Typiquement, tu pars en vacances à Ibiza, à Saint-Tropez, dans les destinations qui sont chères. Par exemple, la maison que j'ai achetée, c'est 100 000 € la semaine. On la loue. Tu vois, moi, je la loue jamais parce que j'ai la flemme, j'ai pas envie de changer mes affaires, mes trucs, mais le propriétaire d'avant... Même Guillaume Play, il a rigolé. Même Guillaume Play, il s'est dit quoi? Il vient de dire une sacrée dinguerie, c'est la folie. Et vu qu'on vient de parler de Marc Blatta, on va parler de sorcellerie. Mais vous avez vu les petits liens? Et je progresse vachement en vrai. Complément d'enquête a fait une enquête sur la sorcellerie dans la télé-réalité. Je vous avais déjà montré un petit passage. C'était l'interview de Marc Blatta. Là, il s'intéresse à Carla. Beaucoup sur TikTok, vous êtes sûrement déjà tombé sur des vidéos de Thibaut InShape, des vidéos qui sont faites par intelligence artificielle. Et dans ces vidéos, Thibaut InShape crie un mot très précisément, un mot extrêmement dénigrant à l'égard des hommes et femmes d'origine maghrébine. Thibaut InShape a fait une vidéo pour clarifier la situation. Thibaut InShape porte plainte contre l'IA à cause de sa trend. C'est faux. Voici ce qu'on sait. Ce média TikTok ne sait rien. Depuis peu, Thibaut InShape est visé par une trend à base d'IA, notamment fait avec l'outil Sora IA, où il apparaît dans les vidéos comme problématique. Ça, c'est vrai. Des personnes me font dire des mots problématiques que je ne valide pas. Mais c'est dans le cadre d'une trend TikTok. C'est de l'humour noir. D'autant plus que ce n'est pas moi qui le dis directement puisque je ne le pense pas. Et quand je lis les commentaires, tout le monde kiffe ces vidéos. J'ai l'impression qu'on a enfin trouvé une trend qui fait rigoler tout le monde. Et ça, qu'importe sa religion et sa couleur de peau. Je suis arabe. Il dit le B-word. Moi, ça me fait rire. Je suis l'intéressé en lui-même. Est-ce que je vais signaler? Non. Est-ce que j'en veux à Thibaut? Non. Est-ce que j'en veux à celui qui a fait l'IA? Non. J'ai pété une barre de rire. Enfin, je me régale avec cette trend. Pour moi, dans toute l'histoire des trends, c'est top 3 trends. Remettons l'humour noir à la mode aussi. Ce qui peut porter à confusion pour certains qui ne décèlent pas l'utilisation de l'IA. Il y a le filigrane Sora, les gens savent que c'est de l'IA. Après oui, c'est possible de l'enlever. Aujourd'hui en 2025, les artistes ont peur de faire de l'humour sous peur de se faire cancel. Et je trouve ça dommage. Oui, le monde évolue, mais enfin on a trouvé une trend qui rassemble. Alors oui, il y aura toujours des personnes que ça ne fera pas rigoler. C'est le jeu. Personnellement, je suis rentré en contact avec Sora et OpenAI pour essayer de comprendre les mesures qu'ils allaient mettre en place pour lutter contre les dérives. Il faut savoir qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère de la vidéo et de la création. Et je vois cette trend comme une expérience sociale, avec du positif et du négatif. Je ferai une grosse vidéo sur ma chaîne YouTube pour analyser tout ça. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je trouve ça super intéressant. D'autant plus que vous me connaissez et vous savez que je respecte tout le monde, quelles que soient les origines, la religion ou la couleur de peau. Je sais que vous le savez, mais je leur précise pour les personnes qui souhaiteraient me coller une étiquette pour que je me fasse cancel. Et non les gars, moi j'aime tout le monde. Prenez soin de vous, amour et protéines. La dernière fois, on avait parlé de Samzira, on avait vu qu'il avait un petit peu mal pris la parodie à son encontre. Il y a eu une nouvelle parodie de poster. Alors, il faut savoir que Samzira est convaincu que ces parodies proviennent de Magali Berda. Alors, j'en sais rien. En tout cas, je vous passe un nouvel extrait. J'ai entendu que c'est vrai que sur les tournages de télé-réalité, parfois il y a de la drogue. C'est vrai ça un peu ou pas? Moi, j'en ai jamais vu de la drogue. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi tout le monde dit qu'il y a de la drogue sur les tournages. Une fois, il y avait un joint, mais j'ai même pas touché. Là, attends, alors ma question est la suivante. Est-ce que là, t'as pris de la drogue? Mais écoute-moi, jamais de la vie j'ai touché la drogue. Qu'on me sorte les images tout de suite où je prends de la drogue. Sors-moi les images. Là, t'as pas pris de drogue là, par exemple. Sors-moi les images. Moi, je me suis fait opérer des yeux. C'est pour ça que j'ai les yeux écarquillés tout le temps. Je bois pas, je fume pas, je bois pas de café, je bois même pas de coca. J'ai fait une campagne anti-drogue en 2007. Je suis hyper actif, diagnostiqué TDAH, HPI. Depuis l'âge de 12 ans. Donc ok, non, en fait les productions elles mentent quoi, elles disent que t'as pris de la Mais drogue. bien sûr qu'elles mentent, ils veulent me saboter parce que je sors mon nouveau single. J'ai une tête de drogué, j'ai une tête de drogué. Tu as déjà vu un drogué comme ça? Regarde ma peau, tu as vu ma skincare?
Ça me rend fou quand on me dit que je prends de la drogue. Ça me rend fou. Ah, mais je te comprends en plus. Alain Soral, dont je ne suis pas fan, je préfère le préciser, mais ça fait partie de l'actualité, a détruit littéralement Gérard Depardieu. Depardieu, c'est le mec qui a été monté au pinacle dans un film qui s'appelle Les Valseuses, où il fait exactement dans le film tout ce qu'il fait depuis et qu'il fait encore aujourd'hui. Mettre des mains au cul, faire des plaisanteries graveleuses. Et en fait, il n'a pas vu que le monde changeait, sans doute, parce que c'est une star et qu'il porte à bout de bras aussi beaucoup l'économie du cinéma français. Il n'a pas vu la vague MeToo arriver et ce féminisme qui a changé, puisque le féminisme des valseuses, c'est on est jeune, on est des filles, on baise. Depardieu n'a pas vu ce changement qui est un changement progressif et il y a eu le saut qualitatif avec MeToo et l'affaire Weinstein. Et il a continué à se comporter comme il s'est toujours comporté. Son âge et sa surcharge pondérale, il est pratiquement impuissant. Faut pas rêver, un mec de son âge et de son poids ne peut pas aider des gamines. Par contre, il les tripote, c'est peut-être un roi du cuni parce qu'il aime les odeurs fortes et comme tous les mecs qui aiment la bouffe, les tripes et les abats. C'est plutôt un tripoteur et ce qu'on appelle un bouffeur de voilà. Mais ça peut pas être un parce qu'à cet âge-là, je vous dis, il faut bander. Et c'est ce qu'a essayé de faire comprendre Carole Bouquet. C'est qu'il est pratiquement impuissant, Depardieu. Et d'ailleurs, quand vous allez avancer vers l'impuissance, vous compensez sans doute le fait d'avoir plus d'activité sexuelle en en parlant beaucoup, en faisant le malin. Quand on le voit en Corée du Nord, il dit t'as vu ma poutre dans mon slip, etc. Je vous garantis que la poutre, il y a longtemps qu'il ne l'a pas vue lui-même. Hein. On a eu des nouvelles de l'affaire Nawel Madani. Alors, on le savait, le papa a fait le tour des plateaux TV. Et tout ça, ça a fini comment? Eh bien, Nawel Madani a rendu visite à l'enfant. Et ça a profondément énervé Bassem. Mais quel gogol ce père de famille indigne, quel gogol, elle est où ta fierté? Donc tout ça pour ça, mais quel gogol ce père de famille indigne, quel gogol, elle est où ta fierté? Une femme, une personne, elle frappe ton enfant et toi tu fais des photos avec? Donc tu nous as fait tout un scandale, t'es parti tapiner sur les plateaux parce que t'aimes pas tes enfants. Tu sais, ces enfants, on les expose pas. Toi non, tu les fais courir à 23h après des stars. Et après, tu viens pleurer sur les plateaux TV. Mais quel parent digne pourrait faire ça? Toi, je m'adresse à toi, le parent. Toi qui es mère et père. Ton enfant, il se fait taper par une personne. Tu prends une photo avec lui après, toi? Hein? C'est tout ça pour taire la polémique. Tout ça pour des clics, tout ça pour des likes. Des fois, je me demande s'il y a des parents devraient... Pourquoi il y a certains qui reproduisent? C'est quand même fou, quand même. Hein? Quand tu vois des gens qui arrivent à reproduire. Regarde-moi ça, quelle honte, c'est une honte, c'est la photo de la honte. Wallah, c'est la photo de la honte. Donc, tes enfants, ils n'ont pas d'amour propre. Tu les fais poser avec leurs victimes. Donc là, on a le syndrome de Stockholm. Quand le pris en otage tombe amoureux de son ravisseur. C'est fou quand même. Hein. Par fierté et par honnêteté, t'aurais jamais dû filmer ton enfant déjà quand il s'est fait frapper apparemment. Je suis tombé sur une interview de Grégory Zaoui, faite par le média Label Interview. Une interview qui m'a pas mal interpellé. En fait, alors déjà, ce qui était cocasse, c'est que Grégory Zaoui, qui a énormément volé à la France, bien plus que les influenceurs donnent des leçons, mais bon, bref. Mais c'est surtout qu'il s'est positionné comme une tête d'affiche en termes de lancement d'alerte aux côtés de Booba. Et je me souviens pas si à l'époque, il a vraiment eu ce rôle. Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, j'ai aucun souvenir. Après, je suivais pas tout, donc je m'en rappelle peut-être pas. Mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tu penses que toi, avec Booba, vous avez contribué à la baisse d'activité des influenceurs? Oui. Complètement. Et surtout, c'est là où il y a je vais en venir. Ce que j'ai dit, là, j'ai été mis en examen pour complicité du cyberharcèlement de Booba. Je leur ai dit, mais tout ce qu'on a fait, le remue-ménage qu'on a fait à travers les réseaux sociaux, moi, les tweets, on m'a reproché 11 tweets sur une période de 1 an, de prévention de 1 an. Bon, ça fait à peine un tweet par mois. Je leur ai dit, mais il y a un moment, il va falloir que vous vous mettez d'accord, parce que tout ce remue-ménage qu'on a fait, ça a permis au pouvoir public, notamment par les deux députés, comment il s'appelle, Stéphane Vogetta et Laporte, je sais plus comment il s'appelle le deuxième, ils ont légiféré, ils ont fait une loi pour réguler justement le marché des influenceurs, toutes les dérives qu'il y a eu. Mais je lui dis, mais on n'aurait pas légiféré si on n'a pas fait tout ce bazar. D'un côté, on a fait ça, ça a pondu une loi qui protège aujourd'hui le consommateur, et de l'autre côté, parce qu'on l'a fait, on a l'autorité judiciaire qui nous poursuit pour cyberharcèlement. Moi, je suis pas un cyberharceleur, j'ai jamais harcelé personne, d'aucune manière que ce soit, tout le monde le sait. Moi, je n'ai fait que révéler ce que je savais, ce que j'ai vu. Et je lui ai dit à la presse, enfin, c'est la vérité, mes tweets, on peut les retrouver, ils sont publics. Moi, dans tous les tweets que j'ai fait où je révélais ce que je savais sur les fraudes, je mentionnais
permanence qui je mentionnais, le ministère de la Justice, parce que j'avais espoir que la justice se saisisse de ça et s'y intéresse. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis poursuivi. Harry Habitant repart en tournée, il était sur le plateau d'RTL et il est revenu sur ce qui lui est arrivé, sur les accusations de viol. Je vous laisse écouter. Il reste un truc quand même, non? Ok, peut-être il reste un truc, mais comme pour l'interprétation, je vous parlais, je ne peux pas vivre dans le soupçon des autres. C'est le temps qui va arranger tout. Alors ok, c'est mon épreuve, c'est ce que j'ai vécu, mais je peux pas vivre dans le soupçon des autres. Comme je vous dis, effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu, mais la justice, elle a dissipé cette fumée, et mieux que ça, elle a dit qu'il n'y avait pas de feu. Quand vous êtes sur scène, il arrive qu'il y a des manifestations de féministes devant les spectacles pour s'opposer à votre montée sur scène. Ça, vous le vivez comment, Harry? Évidemment, c'est dur parce que elle manifeste devant un gars qui a été blanchi 3 fois par la justice, alors que je ne les combats pas. Parce que la libération de la parole est extrêmement importante. Sauf que pour elle, nécessaire. Elle laisse penser finalement que la justice n'a pas pu vous condamner puisqu'elle n'avait pas les preuves, mais pour elle, vous êtes coupable. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elles pensent. En tout cas, j'ai envie de leur dire que moi, je marche vers la lumière, je marche avec la justice, je marche avec la vérité. La vérité a été dite et dans ces histoires-là, vous savez, la parole de l'un ne peut pas effacer la parole de l'autre. C'est pour ça que la justice est très importante. Il y a de ce discernement qui est très important. Mais vous diriez ce matin sur RTL que c'est malgré tout les méfaits de MeToo, ça c'est les excès de MeToo, ces manifestations. Dans toutes les révolutions, il y a parfois des extrêmes, oui c'est vrai. Parfois ça peut être dur, mais c'est pas grave, c'est nécessaire. Et je vais vous dire mieux que ça, en dépit de tout ce qui m'est arrivé, il faut évidemment continuer à entendre une femme qui se plaint. Parce que c'est extrêmement important et c'est comme ça. Ça, c'est pas des éléments de langage. Vous revenez pas ce matin, après tout ça, malgré tout un peu briefé pour dire votre vérité et pas choqué? Je suis briefé par la vie et par ce qui m'est arrivé. C'est au-dessus des éléments de langage. Je vous parle plus avec l'ombre, je vous parle avec la vérité, je vous parle avec ma paix intérieure. Et c'est avec ça que je reviens. On va terminer sur Poupette Kenza, qui va se confier un petit peu sur la suite des événements. Elle a l'air d'avoir conscience de pas mal de choses. Donc là, en fait, je vais vous dire ce que j'ai perdu. J'ai perdu une amie. J'ai perdu 350 000 €. Et j'ai perdu du temps avec mes enfants. Et je vais en reperdre potentiellement parce que je vais être condamnée. Condamnée à quoi, je sais pas. Ça aussi, ça m'empêche d'avancer. De me dire, ça se trouve, je donne tout là, et qu'est-ce que sera ma vie demain? Ça aussi, c'est dur à accepter. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir tout mal fait. Tout mal fait. Et d'être dans une spirale infernale où j'arrive plus à me relever. Et je me dis que tout ce que je fais, c'est... Comment dire? Voilà. Là, je vous ai sorti ça. C'est classé sans suite. Ça veut dire que je vais jamais récupérer mon argent. Et j'ai été en prison alors que j'ai pas récupéré mon argent. Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Comment vous voulez avancer dans des situations comme ça? Comment vous voulez que je sois... Quand je vous parle, je sois plausible, je sois... Comment vous voulez que je vous regarde quand j'apprends des trucs comme ça? Je peux pas. Tu peux pas. Messieurs, dames, on est arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va regarder la vidéo qui est en description et en commentaire épinglé. Elle va vous donner toutes les réponses sur cette question. Est-ce qu'Hakim Benotman a vendu Nabab Kebab? La réponse est non, évidemment. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. T'as la fausse, j'arrive à la rescousse.